Voilà, mais c'est parti pour le ZCL de ce mercredi 15 mars, juste avant la mi-carême. La mi-carême fêtée en Guadeloupe seulement. Ce sera demain, on en parlera probablement. On va recevoir dans un instant Victor Ventulo. Bonjour. Bonjour Monsieur Zanrodis, bonjour la Guadeloupe. Il est membre de la CCI et président de la commission numérique de la CCI, très important, on va parler avec lui. On recevra ensuite deux artistes, Anthony Girard, dit Mano, et Vladimir Cauchemar, dit Vlad, avec eux on parlera un petit peu de leur expo à venir. Frédéric Landreau sera aussi notre invité, directrice du cabinet Apogée spécialisé en accompagnement éducatif important. Et puis on va terminer pour la culture avec Martine Fazer. Sinon, l'information, c'est la mobilisation des syndicats de l'éducation devant le rectorat. C'était ce matin. On en parlera parce que la suppression des postes devient un problème vraiment récurrent en Guadeloupe et les syndicats ne l'acceptent pas. Visite de la région aux agriculteurs, c'est le problème de la sécheresse. Effectivement, il commence à faire très chaud, l'eau devient rare. Des dispositions sont prises pour essayer de venir en aide aux agriculteurs. Michel Depape était sur place. Le conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau a eu lieu. Les choses peut-être semblent s'arranger. Le déficit de la commune, on en parlera. Présentation du projet magique l'hydrogène vert dans la Caraïbe, c'est Maxime Morel qui s'est cogné. Puis Éric Kozak, c'était juste avant son spectacle qui aura lieu le 22 avril. On l'a rencontré, on en parlera et puis on ira faire un petit tour du côté de la maison Vallée de Grande-Rivière. Il y a eu un incendie, c'était à Vieux Habitants. Les gens ont tout perdu. Sauf l'atelier, heureusement. On en parlera avec Maurice Essé. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous régulièrement. Et toujours aussi nombreux. Je disais donc qu'on reçoit Victor Ventulo, qui est membre de la CCI et président de la commission numérique. J'ai envie de vous poser la question comme ça, Monsieur Ventulo. Le numérique, c'est important pour nos entreprises aujourd'hui? Le numérique, c'est bien plus que pour les entreprises, c'est pour chacun de nous. Évidemment, les entreprises ont besoin d'être numérisées, pour de nombreuses raisons, pour des raisons de productivité, pour des raisons de compétences, pour des raisons de mise en relation avec le reste du monde, mais aussi pour des raisons de performance. On l'a vu durant la dernière crise sanitaire, nous avions un retard très sérieux en matière de numérisation, en matière d'informatisation. Nos entreprises qui sont pour la plupart de très petites entreprises, parce que c'est ça le vrai tissu économique de la Guadeloupe. Oui. Nous avons beaucoup souffert du fait de n'avoir pas été informatisés, de n'avoir pas pu travailler durant tous les jours où il nous était interdit d'ouvrir. Et j'espère, et en tout cas c'est notre rôle à la CCI, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise à l'importance de cela. Et puis c'est important dans la vie de tous les jours du citoyen, puisque aujourd'hui de nombreuses démarches administratives sont faites exclusivement par voie dématérialisée en ligne, comme on dit. Et je me rends compte chaque fois, moi qui ai pourtant un passé d'informaticien dans une vie antérieure, je me rends compte à quel point pour la personne publique qui n'est pas au fait de l'informatique, à quel point ça doit être très compliqué d'effectuer ces démarches au quotidien et de pouvoir tout simplement vivre. Ça doit être vraiment très compliqué. Mais est-ce que, au regard de ce qui s'est passé pendant la dernière crise, les chefs d'entreprise commencent à prendre conscience de la nécessité de se mettre au digital ou au numérique, comme on veut? Alors, il y a deux phases. La première phase, c'est de dire oui, il faut qu'on y passe. Et ils sont nombreux à le dire, particulièrement suite à cela. Et puis il y a la phase je me lance, je passe. Il y a de nombreux freins à ça, il y a de nombreuses difficultés. La première, c'est la peur. La peur? Ben oui, on vous dit de passer au numérique, mais vous savez, je dis souvent cela. J'ai un père qui m'a payé des études d'informatique. Je suis ingénieur informaticien pour la petite histoire à la base. Et lorsque j'ai voulu lui faire partager le résultat du travail qu'il m'avait permis d'avoir par mes études, il m'a répondu de manière très laconique, mais à quoi ça reste sa vie, moi? À pâté bouson pour gagner l'argent. Et donc, c'est très compliqué, en fait, de pouvoir dire à un chef d'entreprise, attention, la numérisation n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de vous permettre d'optimiser vos résultats pour vous libérer du temps, pour que vous puissiez vraiment vous consacrer à votre activité. Sans cette numérisation, vous risquez de perdre des parts de marché.
Et en même temps, parce que lorsqu'on dit ça à quelqu'un, en fait, on lui dit, grosso modo, bon, si tu numérises pas ton entreprise, tu es mort. Mais quand on dit ça à une entreprise, le gars dit, ben, puisqu'un jamais, on va arrêter avec ça. Ouais. Et donc, il faut trouver tout le langage et toute la pédagogie pour expliquer que non, le terme n'est pas exact, tu vas mourir, mais tu vas être en difficulté. Tu vas te confronter à des entreprises qui, elles, seront plus performantes parce qu'elles livreront plus vite, parce qu'elles auront des infos plus rapidement, parce qu'elles serviront le client plus rapidement, etc., etc. Et non, il ne faut pas laisser passer cette chance que nous avons de pouvoir le faire. Sans vouloir faire de pub pour la région, durant la crise Covid, la région a mis en place un dispositif qui s'appelle le chèque TIC, le chèque TIC, pour permettre une subvention à la numérisation des entreprises jusqu'à hauteur de 10 000 euros. C'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup, 10 000 euros pour des très petites entreprises comme nous. Et il faut y aller. La CCI a été point central là-dessus. Nous avons organisé de très nombreuses réunions avec les entreprises pour leur en faire part. Nous avions un responsable de la région qui avait en charge ce chèque TIC, qui intervenait en visio avec nous, etc. Et moi, dans chacune des interventions que je fais au nom de la CCI, je rappelle que ce dispositif est en place et qu'il faut absolument l'utiliser puisqu'on l'a à disposition. Alors concrètement, Victor Bonitoulou, un chef d'entreprise qui nous regarde et qui n'est pas encore numérisé se dit ouais, mais qui j'en a fait quand il fait. Alors. D'abord, il faut démystifier, selon moi, l'informatisation. Je dis souvent, avez-vous un smartphone ? Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. La réponse est oui. Utilisez-vous WhatsApp ? La réponse en règle générale, c'est oui. Alors, vous êtes déjà informatisé. Parce que pour avoir un smartphone et WhatsApp, vous avez été obligé de configurer en fait un mini-ordinateur. Vous avez rentré des contacts, des numéros de téléphone, etc., etc. Vous créez des listes. Ça va jusqu'au bel. Exactement. Et donc, puisque vous envoyez des fichiers, des photos, des vidéos, etc., à titre amical, à titre humoristique, à titre d'information, vous pouvez envoyer ces mêmes infos-là à vos clients. C'est un début d'informatisation. Déjà, il faut démystifier le truc. Et puis ensuite, eh bien, la Chambre de commerce, moi j'ai choisi parce que lorsque nous faisions campagne avec le président Patrick Vial-Collet, quand nous sommes passés dans toutes les communes, les gens nous ont dit « Ouais, mais c'est comme d'habitude, vous venez nous voir exclusivement quand vous avez besoin de nous voir. Après ça, on ne vous revoit plus pendant 6 ans. » Et on leur a promis, et je tiens parole régulièrement, qu'on viendrait systématiquement après l'élection. Nous avons été élus, et de belle manière, et je continue très régulièrement, à peu près tous les 2 mois, à aller dans les communes de la Guadeloupe pour parler du numérique aux chefs d'entreprise. On fait des réunions à 18h, en dehors des heures de travail, dans les salles que les mairies nous mettent à disposition ou les communautés d'agglo. On est allé à Vieux Habitants, ça a été un succès phénoménal. On aurait pu penser que Vieux Habitants, c'est une commune un peu reculée, etc., mais pas du tout. La municipalité est extrêmement active. On a été extrêmement bien reçus. Il y avait de nombreux chefs d'entreprise dans le secteur du commerce, dans le secteur du tourisme qui étaient là. On leur a parlé, on a écouté leurs besoins, leurs craintes, leurs peurs. On est allé au Gosier, on est allé à Bémao, on est allé au Lamentin, à Sainte-Rose, pardon. On est allé un peu partout. Et on n'a pas fini, on va continuer. On ira dans le Nord Grande-Terre, évidemment, dans le Nord Basse-Terre. On ira partout. D'abord pour écouter les gens, pour écouter leurs peurs et pour démystifier les peurs, pour leur dire ce qu'ils risquent à ne pas le faire, ce qu'ils risquent en le faisant parce que c'est pas neutre, surtout de faire attention aux marchands de sommeil, aux escrocs qui arrivent avec des solutions toutes faites sans avoir écouté les besoins et qui vous disent mais voilà ce dont vous avez besoin. Ça me fait penser un peu à l'époque où on vendait des magnétoscopes à des gens qui n'avaient pas l'électricité en Guadeloupe dans les campagnes en profitant de leur crédulité. Donc c'est pour ça que je dis attention, si quelqu'un arrive sans vous avoir écouté, il vous dit vous avez besoin de ça, mettez-le à la porte, c'est un escroc. Jetez-le complètement, n'ayez pas peur. Et nous, à la CCI, on est là pour justement les renseigner, pour leur dire non, tel type d'entreprise est labellisé, entre guillemets, vous pouvez leur faire confiance, etc.
Et puis, en dehors de ça, on fait des rencontres régulières, à peu près tous les mois, le matin, à la CCI, en règle générale, au WTC. Ça s'appelle des Open Coffee, sur des thèmes assez précis. Par exemple, vendre sur Internet, par exemple, animer vos réseaux sociaux via Instagram ou Facebook. C'est gratuit, ça dure autour de 4 heures, et ça se passe à la CCI, évidemment, avec inscription, etc., etc. Et puis enfin, on fait ce qu'on appelle des boosters du numérique, où là, on fait des formations très pointues, vraiment très pointues, avec des professionnels, sur des sujets bien identifiés. Je veux maîtriser Instagram, pas seulement survoler Instagram, mais maîtriser Instagram. Je veux maîtriser tel outil de comptabilité. Je veux utiliser tel logiciel. Là, c'est très précis. Et sur tous ces sujets, la CCI intervient. Alors, on a aujourd'hui 2 types de chefs d'entreprise. Il y a ceux qui ne sont pas encore dans le numérique. Bon, c'est un cas. Et bon, progressivement, ils vont y arriver. Il y a ceux qui y sont déjà, mais il y a un danger qui guette les deux. C'est ce qu'on appelle le hacking, c'est-à-dire l'insécurité numérique. Est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau de la CCI, il y a aussi des mises en garde, des choses qui permettent aux gens de se protéger? Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité est devenue pratiquement obligatoire pour une entreprise. C'est total. Vous avez mis, M. Zandronis, exactement le doigt là où il faut. Vous savez, tout le monde en parle comme si c'était quelque chose de très lointain qui peut jamais nous arriver. Sauf que les chiffres parlent par eux-mêmes. 53%, ce sont les chiffres de la gendarmerie, 53% des entreprises qui se font hacker sont des très petites entreprises. C'est-à-dire vous et moi, ce n'est pas le grand groupe, 53%. 50% des entreprises qui se font hacker ne se relèvent jamais. Elles coulent, elles font faillite. C'est énorme. Énorme. Nous avons à peu près 40 000 entreprises à la CCI. Imaginez que 20 000 se feraient hacker et que 10 000 coulent. Alors évidemment, ce sont des chiffres à l'échelle nationale. Oui, mais sûr. Imaginez, rapporté à l'échelle locale, ça voudrait dire que 10 000 entreprises coulent, ça veut dire 20 000 personnes au chômage immédiatement, sachant qu'une à 2 personnes salariées. C'est une bombe atomique. On pourrait penser que c'est l'affaire des autres. Non, ce n'est pas l'affaire des autres. Je me suis laissé dire que le conseil régional avait été hacké. Une des cliniques fameuses de Guadeloupe s'est fait hacker. Et en métropole, en France, tous les jours, il y a des entreprises qui se font hacker. Même l'Élysée a été hacké. Même l'Élysée a été hacké. La NASA a été hackée. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On est tous potentiellement hackables. On a la chance d'avoir en Guadeloupe depuis très peu de temps l'Agence nationale de la cybersécurité, qui est dirigée par M. Cédric Pradel, qui fait partie de la commission numérique et avec lequel on va travailler à partir de désormais. Il faut absolument que les gens comprennent que ce n'est pas l'affaire des grands groupes, que c'est l'affaire de toutes les petites entreprises. Vous savez, dans une des rencontres du numérique que j'ai eues avec la CCI, une infirmière libérale me disait: moi, je ne suis pas concerné. Je dis: comment ça, vous n'êtes pas concerné? Ah non, moi j'ai des données qui sont des données médicales d'un patient. Quel est l'intérêt? Mais c'est ça l'intérêt. C'est que les données d'un patient, c'est les données les plus sensibles qu'il peut y avoir. Évidemment, les données de santé, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, maladie, etc. Vous vous rendez compte à quel point c'est important que ces données ne circulent pas dans la nature. Et puis, par les réseaux sociaux, tous les gens se croient assez libres de poster leurs photos d'identité, leurs cartes d'identité, leur passeport, leur permis, le numéro de carte bancaire, etc. Mais quand tout ça n'est pas protégé, vous imaginez, mis dans les mains de quelqu'un de malveillant, ce que ça peut rapporter. On a tous aujourd'hui notre carte bancaire sur notre smartphone. On croit tous que c'est fun de payer avec notre téléphone, plus avec notre carte bancaire. Mais si ce téléphone n'est pas protégé, c'est un peu comme si on déposait notre carte bancaire avec son code et notre pièce d'identité à côté, au milieu de la rue, et puis on disait qui veut prend. C'est très dangereux. Nous devons absolument être sensibilisés à ça. Et il y a encore un autre sujet. Quand j'interroge les grands groupes, inutile de les nommer, on les connaît, ils me disent non, pour nous, tout va bien. On est bien protégés, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est surprenant parce que, en fait, tout le monde se sent
et se croient protégés. Mais tous les jours, des entreprises se font hacker avec toutes les conséquences qu'on connaît. Vous savez, je dis toujours, que se passerait-il ? Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais que se passerait-il si le CHU de Guadeloupe, avec toutes ces difficultés que nous connaissons déjà, se faisait hacker et que tous les services étaient interrompus, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, les données étaient dans la nature. Mais que se passerait-il ? Je ne sais pas si on se rend bien compte de ça. Il y a à peu près 30 à 40 000 personnes tous les jours qui vont dans les hypermarchés de Guadeloupe. Je ne parle pas des lolos, il y en a plus suffisamment pour absorber le flux de clientèle. Que se passerait-il si ces supermarchés, ces hypermarchés qui sont tous dans deux grands groupes, s'ils étaient bloqués, s'ils étaient hackés et qu'on ne pouvait plus passer en caisse en temps réel? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'émeute. Regardez tout simplement quand il y a une annonce cyclonique, les queues qui se font dans les hypermarchés pour acheter de l'eau et du sucre et des conserves, on dirait que c'est l'apocalypse. Mais que se passerait-il si ces caisses étaient bloquées et qu'on devait faire en manuel? C'est l'émeute en Guadeloupe. Je ne veux pas exagérer trop, mais quand même, il faut qu'on prenne conscience de ça. Et je ne parle même pas des grands opérateurs comme Orange, comme la Sara ou autres, parce que là, c'est raison d'État, tout simplement. Mais vraiment... Même la vente de billets d'avion. Ou la vente de billets d'avion. Ou la vente de places d'hôtel. Savez-vous qu'un hôtel de Guadeloupe a été hacké, un hôtel assez connu, il n'y a pas très longtemps, où on vendait sur Internet des chambres à 3 € la nuit. 3 € la nuit. C'est un grand hôtel très connu en Guadeloupe. Alors, évidemment, ça a été vu, mais entre-temps, de nombreuses chambres ont été vendues. Et quand un client se présente avec un certificat disant « vous m'avez vendu », comment vous pouvez ne pas l'accepter? Vous êtes obligé de l'accepter. Donc, toutes les conséquences sont derrière. Évidemment, quand c'est un grand groupe, il a vendu des chambres à 3 €, il va se relever. Mais si c'est un petit gîte, un petit hôtel, comment il se relève de ça? Le manque à gagner est considérable. Et c'est pour ça que la gendarmerie nous dit 50% des entreprises hackées ne se relèvent jamais. C'est très important. Il y a un conseil à donner à un chef d'entreprise comme ça? Oui, le premier conseil, c'est ne croyez pas que vous êtes à l'abri. À partir du moment où on sait que le diable existe, on commence à prier. Si je peux me permettre cette comparaison. Et si on sait que le diable existe, on est vigilant, venez à la CCI. Si vous n'avez pas dans votre entourage, dans vos conseils, dans vos clients, dans vos fournisseurs, les gens capables de vous renseigner, venez à la CCI. La commission numérique est là pour vous écouter, pour vous faire des propositions, pour vous aiguiller vers les bonnes entreprises qui feront le job et qui vous protégeront. M. Ndiolo, merci en tout cas pour ces conseils pour les entreprises. On aura probablement l'occasion de vous revoir, ça c'est sûr, parce que c'est un sujet très sensible et d'actualité. 12h53, on revient à l'actualité. Mobilisation ce matin des syndicats devant le rectorat. Je vous l'ai dit, les enseignants sont inquiets parce qu'il y a des suppressions de postes dans l'air et les classes sont de plus en plus nombreuses avec trop d'enfants. Et donc, quelle solution? Question posée à la rectrice. Pour l'instant, pas de réponse. Reportage, Jeff Taylor, c'est parti. Aujourd'hui, nous nous inscrivons tout simplement dans les mobilisations nationales et académiques contre les retraites. Vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes le jour où il y a la commission mixte Sénat et Assemblée nationale qui va donc définir le texte définitif sur la réforme des retraites. Nous sommes tout simplement, encore une fois, mobilisés pour réaffirmer notre volonté de voir le retrait de ce projet de loi. Nous ne cessons de le répéter, nous sommes contre cette réforme de retraite. Il est hors de question pour nous d'accepter 2 années de plus quand on sait pertinemment, puisque les calculs le prouvent tous les jours, quand on sait pertinemment que c'est faux, que nous aurons une retraite à 64 ans à taux plein. Les calculs qui sont effectués par nos représentants prouvent que nous n'aurons éventuellement une retraite à taux plein qu'à partir de 66-67 ans. Donc nous sommes véritablement contre cette réforme de retraite qui pour nous est injuste, inéquitable, parce qu'elle ne va peser que sur
un certain nombre de personnes. Et on sait très bien que surtout dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas suivre. Il y a des collègues qui, avant 60 ans, sont déjà usés, sont déjà dépassés, n'aspirent qu'à prendre un repos bien mérité, après quand même de dur labeur. Et effectivement, cette fameuse réforme, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les plaintes qu'on a déjà adressées au gouvernement, malgré le fait que tous les politiques qui ne sont pas du bord du président de la République sont contre, malgré le fait que tous les syndicats, et depuis longtemps ça ne s'était pas passé, que même au niveau de la France, que tous les syndicats sont entièrement d'accord pour que cette réforme ne se fasse pas, eh bien on a quand même un président de la République et son gouvernement qui veulent tout faire passer en force et pour imposer un certain nombre de choses aux gens. Et puis surtout, nous sommes aussi au rectorat pour dire à Madame la rectrice que nous refusons les 131 fermetures de postes, qu'il est hors de question que nous puissions continuer à fonctionner avec la pénurie de postes et qu'il faudra absolument revoir la voilure. Je rappelle aussi que ça fait des années que nous militons, nous au SNCL, pour qu'au niveau du rectorat, on prenne conscience qu'il est temps de faire du qualitatif. Profitons de la baisse des effectifs pour augmenter le taux d'encadrement. Ne supprimons pas les postes et ayons des classes avec des effectifs moins élevés pour un meilleur encadrement et une réussite de nos élèves. Nous insistons là-dessus. Et un dernier point, on est en plein dans les mutations. On a un certain nombre de collègues qui ont voulu rester dans l'académie après leur année de stage, mais qui sont quasi systématiquement mutés en métropole, à Paris ou à Créteil. Ce n'est pas normal. Alors qu'on sait qu'il y a des besoins dans des disciplines, que nos collègues partent comme cela et ne puissent pas s'épanouir dans notre pays. Donc voilà la raison de notre mobilisation. Nous attendons d'autres collègues sur place. Voilà, c'était donc ce matin devant le rectorat et probablement la mobilisation ne va pas baisser en pression. Il est pratiquement 12h55. On prend la deuxième pause, la première, pas la deuxième. Ensuite, on se retrouve pour la visite à la région aux agriculteurs. Et aussi, on va recevoir les artistes qui sont prévus. Vlad et Mano, ils seront avec nous dans un instant. Restez là. Vous qui êtes habitués aux ZCL, vous savez que le mercredi, on est très culturel. Et dans un instant, on va recevoir deux artistes. Vlad, bonjour. Bonjour. Et Mano aussi. Bonjour. Ils préparent une exposition collective. On va tout à l'heure voir un peu leurs œuvres. Pour l'instant, on va voir un autre artiste, mais lui, c'est un artiste musical. C'est Eric Kozak. Et Kozak, qui prépare un spectacle bientôt, le 22 avril. Et Maurice Cécile a rencontré. On écoute ce que nous dit Eric Kozak. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Non, il est Dominique. Là, vous avez rempli des bouteilles pour ces gens qui parlent glacés là. Aussi. Parce que nous pas venir glacer et non glacer aussi. Nous qui avons là, tout le monde a grippe pas acheter avec glacé. Bon, c'est ça nous fait là. Mais bon, c'est tout bien quoi. Ouais. Alors, activité, nous le coco là. Oui. On l'a retrouvé ces cocos là. On l'a qui journée là qui a démarré. Ouais. Mais ben activité là c'est qui a démarré comme ça. Ouais. On peut venir, on peut acheter qui nous a encore coco là mais à monde. On peut passer à quand on a des clients qui vendent nos coco. Et coco là c'est tous les 2 mois et demi qu'on pied coco pas coco. Sinon j'en nettoyer pied coco là. Et monsieur c'est qui a monté coco là bas moi. Qui a monté coco là bas moi et qui a élagué, qui a fait tout. Ouais. Mais c'est une activité pas trop fatigant bah. Il est fatigant, il est fatigant, il est fatigant même parce que là vous pouvez couper à peu près 9-10 pieds coco pour nettoyer tous ces pays là qui sont en haut là. Pour ramasser ces pays là pour assembler et pour charrier coco là aussi parce que moi c'est charrier coco là pour appeler machine là avec là il est fatigant. Bien, nous toujours avec Eric Kozak pour un événement artistique bientôt à Paris. Ça fait combien de temps pas jouer à Paris? Bon, ouais, à peu près, c'est juste avant Covid là, dernière fois. Dernière fois. Ouais. Et on croit préparer bien. On l'a fait passer, rappelez-nous date là et tout ça. Date là c'est le 22 encore. Ouais. Le 22 parce que on y des concerts. Ouais. On est deux. Bah, avec Accolade. Accolade parce que c'est longtemps Accolade vous a fait ça parce que Accolade vous a fait ça depuis pour anniversaire yo. Et vous avez vu moi ici là pour dire moi
comme c'était mon premier qui était en Didangoka en France, et je voulais marquer 30 ans à eux et avec moi. Et ils sont venus, ils ont sollicité moi, ils ont dit ok, mais nous venons un petit problème à Covid là, qui tue ça, et là ils ont refait. À cabinet, à on dit toujours ok. Voilà, Eric Kozak, rendez-vous le 22 avril. Eric Kozak avant coucou, Eric coucou, Zach. Bon, alors, on parle de peinture avec ces deux exposants, deux artistes. Vlad, bonjour. Bonjour. C'est votre première exposition aussi? Non, j'avais déjà exposé au cinéma de la Clé à Paris. D'accord. Oui. Et Manu, première exposition? Moi, c'est ma première. Première exposition. Alors, racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé à la peinture. On commence par Manu. Ben moi, ça a commencé par rapport à mon père qui a toujours été dans la peinture, dans l'art, dans la musique. Et j'ai commencé, enfin j'ai voulu m'exprimer aussi pareillement. Et par la suite, j'ai fait quelques missions, par exemple en Afrique, parce que j'étais militaire aussi. J'ai fait quelques missions en Afrique, j'ai pu voir enfin, l'art un peu africain, les couleurs qu'ils utilisaient. Vous avez fait la guerre en Afrique? J'ai pas fait la guerre, on a fait... Ah, mais les missions de la France en Afrique, c'est pas des missions de paix. Hein, j'ai travaillé. Non, en vrai, on était en Afrique. D'accord. Donc, Quelle région? voilà. Au Mali? J'étais au Mali, au Niger et au Tchad. Ah, au Mali, il n'y a plus de soldats français, vous savez ça? On les a tous virés. C'est bien ça. Ils n'ont pas tort, mais bon, enfin bref. Donc voilà. Mais après, donc, quand je suis revenu, j'ai touché un peu à la peinture. Et il y a 2 ans, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer réellement dedans. Donc j'ai commencé par ce style de peinture au début. Oui. Un peu type africaine, haïtienne, avec beaucoup de couleurs. Oui. Donc je voulais faire ressortir un peu le côté village, un peu coloré qu'il y avait en Afrique, que j'ai pu croiser durant mes campagnes, entre guillemets. Et ensuite, il y a eu la période Covid en 2019, 2020. J'ai commencé, enfin, je me suis exprimé d'une autre façon. J'avais plus des cris de haine par rapport au fait que je sois tout le temps fermé, qu'une seule personne puisse me dire quand je dois sortir, quand je dois rentrer. Ça, franchement, je déteste ça, c'est pas mon délire. Donc, il y a eu ça, et après, je suis passé sur ce genre d'expression. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est une émotion. Ah, c'est une émotion. C'est ça. D'accord. Donc là, ce qu'on peut faire même, c'est que vous allez me dire ce que vous ressentez, ce que vous voyez à travers cette émotion. Parce que c'est ce que je fais sur Instagram. D'accord. Sur la page, il y a beaucoup de... Avec la communauté, je poste des œuvres et je leur demande, parce qu'au tout début, je me disais, quand on était jeune, on disait, ouais, qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, mais en soi, on s'en fout de ce que l'artiste veut dire, c'est qu'est-ce que toi, tu ressens à travers la peinture, en fait. C'est soit elle te parle, soit elle ne te parle pas. Tout à fait. Donc, j'ai voulu vraiment jouer sur ça. Et ça a donné une sorte de petit travail avec mon équipe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Même les gens, tu vois, quand j'ai repris la peinture, ils sont revenus vers moi. Alors, c'est quand qu'elles sortent les émotions, etc., etc. Donc là, vous allez me dire ce que vous voyez comme les autres. Oui, on va jouer comme les autres. Moi, je vous dis que c'est un sous-cougnant, enfin, n'importe quoi. En fait. Bien. Après, pour moi, ça a une représentation différente, dans le sens où j'ai un peu représenté ma mère. Et parce que le nom de l'œuvre, parce que je ne donnais jamais de nom aux œuvres au début. Parce que je préférais laisser les gens pour éviter de les orienter. Donc tu vois ce que tu vois pour montrer que chaque personne a sa perception de l'art. Et rendre l'art plus accessible à tout le monde. Ça, je suis d'accord. Et on ne doit pas expliquer un tableau. C'est ça, en fait. C'est soit tu te parles, soit il ne te parle pas, c'est tout. Non, c'est vrai. Donc j'ai fait comme ça. Donc par la suite, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'expliquer mes œuvres, ce que je ne faisais pas. Oui. Et aujourd'hui, je vais vous, en public, là, parce que là, tout le monde voit, je vais donner le nom de l'œuvre, c'est Le poids d'une mer. Tout à fait. Dans le sens où le sablier représente le temps, la vie qui s'écoule déjà, parce que là, son pronostic vital est déjà engagé. Oui. Elle sait qu'elle va mourir, elle va laisser quelque chose. Et l'enfant qui va naître et tout, mais malgré ça, ça reste une mère et elle continue à le couver. Je sais que quand j'étais en Afrique, j'étais en mission, ma mère se posait des questions. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il va revenir? Surtout ça. C'était surtout ça. Je me disais, ouais, j'ai vu ça à la télé, mais moi, je ne disais pas ce qui se passait réellement. Ouais. Parce que sinon, elle psychotait. Alors, Vlad, aussi autodidacte? Oui. Comment ça a commencé? Ça a commencé durant mes études d'infirmier, vers la fin. Oui. Donc, j'ai commencé un petit peu avec la peinture à l'huile.
je faisais pas mal des animaux au début, des animaux un peu imaginaires. Et puis j'ai aimé la peinture à l'huile, donc j'ai continué avec la peinture à l'huile sur toile. Là, ça fait déjà 7-8 ans. Quand même, oui. Grosse expérience déjà. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des expositions là-bas. Et comment vous êtes rencontrés, vous connaissiez déjà, comment la connexion s'est établie? Au travail. Au travail, oui. Au travail. Au travail? Oui. Au travail de la peinture? Non. Parce que lui, il est infirmier pêcheur, je crois. Moi, je suis aide-soignant. Ah, d'accord. Donc, oui. on s'est croisés, on a pu discuter, échanger, et on s'est rendu compte que on avait un point commun. Ouais. Donc, par la suite, il avait des amis au Green Hostel, ils connaissaient du monde au Green Hostel. Ils nous ont proposé d'exposer quelques tableaux et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une collaboration et exposer nous-mêmes, parce que c'est relativement compliqué d'exposer en Guadeloupe. Ouais. C'est très... Parce qu'il y a une petite classe, c'est relativement select. Donc on s'est dit, on va faire notre truc nous-mêmes. D'accord. Et ça se fait à Victor Hugo, à côté de l'ancien cinéma. C'est bien ça. Ouais. C'est à partir de après-demain. On verra ça. Et donc, alors lui, Mano disait que les œuvres artistiques, ça ne s'explique pas. Vlad, vous pensez la même chose? C'est un petit peu différent pour moi, mais moi j'essaie de plonger, c'est un petit peu pareil aussi, parce que j'essaie de plonger celui qui regarde l'œuvre dedans, c'est-à-dire qui participe à l'œuvre, hein, qui fait partie de l'œuvre en quelque sorte. Alors là, on a une œuvre qu'on voit, elle est un peu particulière. Je ne vais pas demander d'explication, mais je vois des gens, comme on dit en créole, qui grignent. Et oui, ce sont des méchants ou des gentils? Il y a des deux, là. Il y a des deux. Il y a des deux. Et il y a même Jésus-Christ quand même derrière. Ah oui. Ouais. Il est avec tous ces gens-là. Et alors ça, c'est un dîner, ça. C'est un dîner presque parfait. Ah, c'est un dîner. Vraiment presque parfait. Presque parfait, oui, oui. Et là, ça c'est l'ancien pêcheur, là. Oui, c'est que moi, j'aime aussi dessiner beaucoup les voiliers, les bateaux. J'aime ça. J'aime beaucoup la mer, donc ça participe à mon art aussi, en quelque sorte. Et combien de tableaux il y aura dans vos textes? Une dizaine de tableaux. Une dizaine, pareil? Enfin, moi, je vais exposer environ 5. 5, parce que pour moi, c'est une pré-expo. Je prépare les gens. Ah, c'est ça. Non, je les prépare. Je prépare les gens. Ils sont pas encore prêts à ce qui va se passer. Moi, je prépare. Le truc qui se passe, c'est comme le flyer, mais pareil. Comme le flyer aussi, c'est pas comme d'habitude. En temps normal, quand on présente un flyer d'expo, c'est une affiche, on met des noms vite fait. Là, on a vraiment travaillé dessus et on prépare les gens à quelque chose de... Donc c'est une expo qui prépare une autre expo. C'est bien ça. Et l'autre expo sera dans combien de temps? Ça, je ne dis pas. Là, ça... Jouons à deux, Mano et Vlad? Peut-être. Pourquoi pas? Peut-être, pourquoi pas? Oui. Non, enfin, je vous pose la question. Pourquoi pas? Oui. Non, mais alors, moi je pose quand même la question. Mano, vous êtes de Margalante? C'est bien ça. Dans votre production, il y a encore de Margalantais qui paraît. Il y a beaucoup de paysages à Margalante quand même. Déjà là, j'ai une expo en préparation sur Marie-Galante. Ah, d'accord. Si, c'est... Je ne vais pas donner de date, c'est juste en marge du festival. À côté de Terre de Blues, hein, pendant la période de Terre de ça. Blues? Bon, la date, c'est 26, entre le 26 et le 28, hein, mais... Peut-être. Donc, on verra ça si on est sur place. Il y aura d'autres artistes aussi avec. Oui. Donc, Vlad sera là? Ça, je ne sais pas s'il sera là, mais pour l'instant, non. Oui. Mais après, c'est possible. En vrai, c'est possible. Ouais. Que je ne vais pas le cacher, je suis de Marie-Galante aussi. Je suis de Saint-Louis. Pardon? Je suis de Saint-Louis. Ah, vous êtes de Marie-Galante aussi? Oui. Je savais même pas. De Marie-Galante. Je découvre. Non, je découvre. Ah, donc, vous êtes de Marie-Galante aujourd'hui? Je ne savais pas, je découvre. Ah, d'accord, ok, je comprends tout maintenant. D'accord. Ok, bon, écoutez, messieurs, je vois que vous faites de belles choses. En tout cas, pour des autodidactes et des gens qui ont commencé, tout Mano qui a commencé récemment, il y a du travail. On sent que on plie le game. Ça va monter en pression. C'est ça, on est venu plier le game là. On rigole pas. Et Vlad aussi.
Je reviens sur le tableau de Vlad là. Non, parce que j'ai envie de rigoler parce que c'est un véritable cauchemar, ça. Ah ben, oui, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Bon, en tout cas, on invite les Guadeloupéens qui seront à partir du 17 à la Oui Victor Hugo, le 1 Oui Victor Hugo, oui, que je connais bien, à côté du cinéma, l'ancien Renaissance, juste à droite. C'est bien ça. Ouais. L'exposition, ce sera vendredi à partir de 18h, c'est ça. On viendra voir ça. Samedi, vendredi 17, je vois, à 18h. Et exposition du 18 au 19. C'est ça. Bien, on a pris mot avec vous et puis on vous souhaite de continuer. Et on verra les tableaux de Marie-Galante bientôt. C'est ça. Et comme ça, c'est une pré-expo, donc j'attends la suite. On attend la suite. Vous n'êtes même pas prêt. Pas de problème, ça marche. Ok, merci messieurs en tout cas. Ok, y a pas de souci. Continuez à faire de belles choses pour le pays et pour notre pays. Visite de la région aux agriculteurs pour la sécheresse. Je vous l'ai dit, la sécheresse commence à être très dur en Guadeloupe. Il manque de l'eau et il fallait trouver une solution. Le président de région donc, a décidé de se rendre sur place, visiter les agriculteurs. Michel Depape était là. Caméra, on regarde. Il ne peut pas dire Bougassa, ni Pognon, ni le problème de l'eau là. Ça pas faute à oui, c'est tout le monde savent qui bite, mais qu'il fait les possible pour bah même 100 litres. Mais à pas faute à. Nous avons été voir Michel Narayan et Samy que nous avons accompagné pour l'irrigation de sa diversification agricole et aujourd'hui nous sommes venus voir le Merlunier qui subissent effectivement cette sécheresse et ce que nous voulons aujourd'hui c'est rapidement aller ouvrir le barrage de Moreau pour envoyer de l'eau pour la grande terre. Donc j'ai dû appeler le préfet pour savoir si tout était OK concernant l'ARS et l'ADL. Il m'a dit que tout est OK. Cet après-midi, il y aura des essais. Et j'espère que dès demain, si Dieu veut, nous pourrons ouvrir les vannes de ce barrage et voir le département pour qu'il puisse poursuivre un peu pour que l'eau puisse arriver en grande terre pour les agriculteurs. Donc c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Mais nous constatons effectivement que cette sécheresse sévit énormément en grande terre. Je dois dire qu'ici c'est une savane, vous savez, quand vous êtes entré. C'était exactement comme le terrain est à l'entrée. C'était sec, aride, calcaire. Et petit à petit, nous avons planté des arbres. Et je pense d'ici 1 an, 2 ans, les arbres seront beaucoup plus grands. Et on pourra mesurer l'effet du reboisement sur l'ensemble de cet espace et les aspects bénéfiques du reboisement pour le climat, pour le sol, pour l'environnement. C'est leur outil de travail. Nous avons toujours été à leur côté, que ce soit la banane, les melons, la canne. Donc là, nous allons les accompagner rapidement à retrouver de l'espoir pour pouvoir récolter et livrer leurs melons. Et par la suite, s'il y a d'autres mesures à prendre, nous les prendrons pour les accompagner comme nous l'avons toujours fait. Rappelez-vous, quand il y a eu le Covid, nous avons été les premiers à les accompagner, à acheminer les melons vers l'Hexagone. La région sera toujours aux côtés des agriculteurs de la Guadeloupe. Oui, je reprends l'exaspération du jeune d'en bas. Il avait 60 employés, aujourd'hui il n'a qu'une vingtaine. Mais effectivement, comme je le dis, il faut penser à l'avenir. Se battre, toujours se battre en Guadeloupe. Mais nous continuons à nous battre et c'est mon travail. Me battre pour la Guadeloupe, me battre pour nos agriculteurs qui quand même font quelque chose de bien. Si nous avons lancé un Green Startup, ce n'est pas pour rien. Si nous voulons une autonomie alimentaire en Guadeloupe, c'est pour les Guadeloupéens. Donc nous mettrons tout en œuvre avec les fonds qui existent, notamment le FEADER, pour les accompagner et aussi des fonds régionaux. Moi je pense que la région nous a soutenus dans la plupart des projets, c'est un petit peu normal. Donc je l'ai invité pour qu'il se rende compte réellement de ce qui a été fait, et ce qui reste à faire et le projet dans sa globalité. Et c'est tout naturellement, il m'a dit ok, j'ai le temps de consulter mon équipe et on viendra. J'ai reçu un appel de M. Céleste qui m'a confirmé qu'il serait ici aujourd'hui. Donc on est tout à fait content qu'il soit là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le barrage de Moreau va permettre d'envoyer un peu d'eau pour les agriculteurs du Nord Grande Terre qui sont en pleine souffrance, en espérant que leur plantation pourra subsister. On part à Capesterre, il y avait un conseil municipal devant la caméra de Gérard Loiseau. C'est parti.
Un conseil municipal passé dans le consensus, puisque je remercie l'ensemble des élus de la qualité donc, des échanges aujourd'hui. Profiter aussi pour remercier Maman Louis pour ce travail, ce temps donné au service de Capesterre Bello, et nous souhaitons bon vent dans le cadre de la poursuite de son projet professionnel. Aujourd'hui, donc avec 3 adjoints, M. Lachman qui prend donc les responsabilités au niveau donc, du sport, Madame Choisy au niveau de la réglementation et Monsieur Allard donc, au niveau donc, de l'éducation, afin que nous puissions donc, parfaire mais surtout faire vivre les commissions et surtout que les projets attendus par la population soient aussi suivis et puissent sortir de terre plus rapidement. À voter. Car nous avons cette obligation, comme je dis tout le temps, de résultat vis-à-vis de celle-ci. Car Capesterre a déjà pris trop de retard, il nous faut des élus qui soient mobilisés à 200% sur les responsabilités qui sont les leurs. Voilà, c'est l'heure de la deuxième pause. On se retrouve dans un instant avec Frédéric Landreau et on va terminer avec Martine Fazer. On va rester dans le domaine de la culture. Il est que 13h21. À tout de suite. Alors, on va finir le ZCL avec Martine Fazer. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour aux auditeurs, Madame Frédéric Landreau. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Vous êtes directrice de cabinet Apogée spécialisée dans l'accompagnement éducatif. Tout à fait. Alors, c'est un grand terme, mais enfin, concrètement, vous faites quoi? Concrètement, comme je vous disais hors antenne, je travaille avec les enfants merdants de 7 à 77 ans. Oui. De quel âge? 7 à 77 ans. Bon, j'ai encore ma place. Voilà. Alors, comment vous les traitez, ces enfants emmerdants? Traiter, non. Accompagner plutôt. Accompagner. Mon travail déjà, c'est de comprendre ce qui ne va pas chez un enfant. Quand un enfant est un petit peu trop dissipé à l'école. C'est qu'il est perturbé? Il n'est pas forcément perturbé. Parfois, c'est l'environnement qui pose question. Parfois, c'est lui qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on lui demande de faire. Donc, mon travail, c'est d'abord de comprendre comment l'enfant ou le jeune se comporte. Parfois, c'est aussi comprendre comment le parent se comporte. Et ensuite, de travailler à développer un objectif et d'organiser une stratégie pour que le jeune, le parent, le client puisse atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Ça marche? Oui, ça fonctionne. C'est-à-dire, quand un enfant perturbé arrive chez vous, combien de temps vous le déperturbez? C'est pas une question de temps, c'est une question de ce qu'il y a à faire. Une séance de coaching, par exemple, un accompagnement coaching, c'est entre 5 et 10 séances. Ça peut aller jusqu'à 12, mais c'est très, très rare. L'idée, c'est vraiment... C'est individuel quand même. Il y a des activités en individuel et puis il y a aussi des activités en collectif. Je travaille, par exemple, pour un établissement scolaire, sur la préparation aux examens. Donc là, on travaille sur des éléments qui sont très précis, très fixes par rapport à la demande, par rapport à la situation qu'a repéré le chef d'établissement. Mais quand vous prenez un enfant, enfin en général on prend un enfant perturbé, vous agissez aussi sur les parents? Agir sur les parents? Enfin, quand on dit agir, c'est-à-dire que si vous travaillez seul, vous faites l'accompagnement seulement sur l'enfant et il n'y a pas de suite chez les parents, quand il revient à la maison... C'est bien l'idée, c'est-à-dire que parfois un enfant, je peux prendre un exemple, un jeune avait l'habitude de traîner tout le temps avec son cousin, donc c'était une figure en repère, oui. Et le cousin du jour au lendemain s'en va au RSMA et puis prend l'avion. Donc l'enfant se retrouve à être déstabilisé. Donc là, je vais discuter avec l'enfant pour qu'on puisse travailler et mettre en place une stratégie. Par la suite, je vais échanger avec les parents pour qu'ils puissent savoir en fait comment l'enfant percevait ce cousin-là et comment il est possible pour les parents d'accompagner l'enfant à mieux se sentir dans un environnement où son cousin n'a pas complètement disparu, mais où il n'est pas aussi présent que d'habitude. Et si par exemple les enfants sont sujets à des addictions aussi? Tout à fait. On a mis en place avec l'association Arrimage Goudil, on a mis en place un bivouac dans le cadre du mois sans tabac. Donc c'est pour bivouac. Un bivouac, tout à fait. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va dormir en bas-bois. Donc on carrément, vous allez dormir en bas-bois? Il faut planter la tente, matérialiser les catiches, il faut faire la douche, il faut chercher la nourriture, il faut tout faire tout seul. Donc c'est comment je m'organise pour me réhabituer à moi-même, comment je m'organise pour trouver des solutions moi-même aux problèmes dans lesquels je me trouve. C'est un retour à la nature, ça? Comment? Un retour à la nature. Exactement. Oui. Et les enfants vivent ça bien, les enfants sont habitués avec leur portable, leur téléviseur, leur tablette, quand ils se retrouvent du jour au lendemain sous une tente. Ils finissent par adhérer. Parce que de toute façon, s'ils ne montent pas la tente, ils ne pourront pas dormir. S'il ne faut pas manger... oui. S'il ne faut pas... Chaque monde qui peut manger ailleurs. Ils ne pourront même pas cacher le soleil. Donc, ils sont obligés de monter la tente. S'ils ne font pas manger ensemble, on va manger très, très, très tard. Parce que le feu de bois, on n'a pas la gestion du feu, par exemple, comme c'est à la maison avec la gazinière. Donc, il y a une nécessité de cohésion. C'est ce qu'amène ce type d'activité. Nécessité de cohésion, nécessité de synergie, de stratégie et donc de prise d'initiative
initiative. Du coup, quand chacun donne un petit peu de sa part, ça donne une activité qui est cadrée et harmonisée. Le bivouac en général dure combien de temps? Ça peut aller de 24 heures à une semaine. À une semaine? Oui. 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 Et vous avez des accompagnateurs qui suivent les gamins, les enfants pendant cette période? Tout à fait. Donc ça dépend. Parfois, ce sont des établissements scolaires qui demandent. Donc il y a des professeurs qui viennent, qui font partie de l'activité, notamment pour l'école verte. Les jeunes en raffolent, ils en demandent régulièrement. C'est une sorte de petite colonie de vacances alors. Colonie de vacances, je ne sais pas. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la Wi-Fi, il n'y a pas de télévision, il y a des poules. Ils sont coupés de tout. Ils peuvent faire une journée en randonnée, sortir d'un point A, aller à un point B, mais ça fait 7 ou 8 km pour aller voir la plage. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une colonie de vacances au sens où vous l'entendez. Oui. Et au bout du compte, comment l'enfant réagit à ce retour à la nature? Au bout du compte, c'est une vraie opportunité justement de faire un retour à soi. Donc moi, j'appelle ça des voyages introspectifs. Oui. C'est une vraie opportunité de commencer à dialoguer aussi, déjà avec soi et puis ensuite avec autrui. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi et qui me permette, moi, d'aller de l'avant dans la situation dans laquelle je me suis là, maintenant, là. Je me suis embarqué, par exemple. Comment vous recrutez les enfants, les enfants perturbés? Ce sont les parents, les enseignants qui viennent vous contacter ou c'est l'inverse? Ce sont les parents et les enseignants qui viennent vers moi en général. Oui. Donc je travaille beaucoup avec des établissements scolaires, préparation aux examens, régulation de conflits, concentration, gestion des émotions. C'est notamment une activité qu'on met en place à partir du mois de mai. Donc on a 5 thématiques qui sont par rapport à ce que j'ai cité. Elles sont similaires pour pouvoir travailler sur la préparation de l'examen en soi. Comment je suis moi par rapport à mes examens, comment je me sens, comment je m'organise pour les réussir au mieux. La partie orale, gestion des émotions, ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc comment je fais moi pour m'auto-saboter, comment je repère ce que je fais pour arranger la situation. Quel est le taux de réussite? Mon taux de réussite à moi, je peux vous prendre un exemple. Avec le lycée Jardin d'Essai, j'ai eu 100% de taux de réussite. C'était quel examen? C'était le BERC, c'était la dernière classe de terminale L. Oui. Voilà. Et ça marche bien? Ça marche bien. Donc, les journées sans cigarette, vous faites ça? Si. On a fait ça à la demande de l'association. Sans tabac. Dans le cadre du mois sans tabac, donc on a mis ça en place avec l'association Arrimage Goudil. Donc moi, j'ai été chargée de la partie organisation du bivouac et puis mise en place des ateliers avec d'autres intervenants extérieurs. Oui. Quand vous faites les bivouacs, vous choisissez les lieux. Comment vous choisissez les lieux? En fonction de s'il y a Internet ou pas, en fonction de la sécurité, si c'est tout près où on peut plus retirer de la rue, route nationale, route départementale. Mais pas dans les îles, Marie-Galante, les îles. On pourrait, monsieur, mais oui, on pourrait, mais on sort à peine du Covid. Donc on a d'abord travaillé sur ce qui était à disposition ici. Puis on a pas mal de ressources. Entre les 32 communes qu'on a en Guadeloupe, on a pas mal de ressources. Il y a des lieux. Il y a des lieux, vraiment des lieux différents. On utilise majoritairement des lieux que j'ai repérés et qui appartiennent à des privés ou des associations. D'accord. Et c'est un accord que vous faites avec... Exactement. Oui. Et donc vous emmenez les gamins pendant 8 jours. Pas tous les gamins pendant 8 jours, mais ça peut arriver qu'on ait une demande pour plusieurs jours consécutifs. C'est aussi dur que l'armée alors ça? Je ne dirais pas que c'est aussi dur que l'armée. Colonie de vacances, m'a dit non, mais visiblement, le niveau est haut. 8 km quand même en promenade. Ça fait à peu près 2 heures de marche. Oui, non, mais... À peu près 2 heures de marche, avoir les mangues, avoir par exemple sur le secteur de Sainte-Anne, avoir les mangues, avoir les animaux, avoir la faune et la flore qui changent. Ça fait à peu près 2 heures de marche. Ouais. Puis après, voir la plage. Et l'enfant perturbé, il est vraiment après apaisé. C'est un point de départ. C'est-à-dire que c'est un point de départ pour lancer un travail. Je travaille beaucoup avec les services éducatifs. Donc, je fournis un bilan également. Donc, les éducateurs ont des outils pour percevoir le jeune différemment, dans un angle qu'il lui n'a pas eu le temps de mettre en place, par exemple. Oui. Et surtout dans un contexte qu'il n'a pas eu le temps de mettre en place. D'accord. On voit des images du bivouac, oui. Donc, je viens essayer son jour. Alors, dans le cadre de ce bivouac-là, le réveil était à 4 heures du matin. 4 heures du mat? Oui, pour partir assister au lever du soleil à la pointe des châteaux. Ouais. Et ensuite... Et ils ont fait combien de kilomètres? Ils ont fait à peu près, peut-être 8 km aller-retour, 8-9 aller-retour. Ouais. Voilà. C'était une boucle en fait. Ouais. Voilà. On était jusqu'à l'Anstara, puis on est revenu après la pointe des châteaux.
Donc, quand on a besoin d'apogée, on vous appelle à ce numéro-là, 11 65 11, c'est ça? Tout à fait, 06 90. Vous êtes réactif? Oui, je suis réactif. Bon, ben on vous remercie d'être venu nous dire tout ça. Je ne savais pas que ça existait, mais enfin, c'est peut-être une bonne chose. Il y a beaucoup d'enfants perturbés, finalement, c'est la dernière question. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'enfants perturbés de 7 à 77 ans, mais on ne travaille pas uniquement avec les enfants, on travaille avec les jeunes majoritairement, on travaille avec les parents, on travaille aussi avec les professionnels de l'éducation. Même les parents perturbés peuvent venir chez vous? Oui, ils peuvent venir chez nous. Bien sûr. L'idée, c'est aussi de parler, c'est le sujet qu'on n'a pas abordé, Joie Madame, qu'on met en place ce samedi. Oui, Joie Madame. Exactement. Le 18, c'est après-demain. Exactement, dans 3 jours. Ouais. Oui, dans 3 jours. Quels sont les mots qui te collent à la peau? Exactement. C'est quoi ces mots-là? Donc l'idée, c'est de travailler avec les femmes sur la posture qu'elles ont, en fait, comment elles se perçoivent dans la société. Alors, on a des femmes qui sont entrepreneuses, on a des femmes qui sont chefs de famille, il y en a qui sont étudiantes, il y en a qui sont chefs d'entreprise, il y en a qui sont femmes au foyer. Mais dans tout ça, il y a une manière d'être une femme. Donc l'idée, c'est de voir comment la femme se perçoit en Guadeloupe, comment elle se perçoit de nos jours avec les différentes casquettes qu'elle a ou qu'on lui donne. C'est vraiment, par rapport au coaching, c'est vraiment le principe de se recentrer sur soi. Comment je suis moi, comment je me perçois moi, comment je me vois moi et comment je me présente aussi aux autres. 18 mars aussi, c'est gratuit, vente de repas sur place. Exactement, ça va se passer justement à Sainte-Anne. Exactement, à Grand-Fond-Sainte-Anne, sur le terrain Manambois, à Manambois, sur le terrain Mathurin. Ouais. Vous aimez bien la nature, apparemment? J'aime beaucoup la nature. Mais en fait, la Guadeloupe est un territoire plein de ressources. Donc autant apprécier ce qu'on a à proximité, plutôt que de tout le temps chercher dans une salle enfermée avec des ressources énergétiques qui après dépassent le plafond. D'accord, Madame Landreau, bien content de vous entendre et puis on espère que les choses continuent à bien se passer. On se retourne vers Martine tout de suite. On fera le dernier sujet sur l'incendie à la fin. Martine, rebonjour. Rebonjour, oui, rebonjour Danick. C'était vraiment passionnant ce que nous disait absolument. Madame Landreau. Générique de Martine, c'est parti. C'est une question. Vous savez comment s'appelle ce morceau? Oui, bien sûr, c'est la Perfecta et le morceau que je ne connais pas, La Divinité. Vous savez que le musicien qui fait la guitare dans ce morceau, il est décédé la semaine dernière. Oh, j'ai pas su ça. Jean Tuernal, oui. Mais 75 ans, je crois. Oui, il avait déjà un bel âge. Mais 72, il devait venir. Enfin, il devait, la Perfecta est invité à Terre de Blues cette année. Absolument, cette année. Ah, il viendra sans Tuernal. Tuernal, c'était bon. C'est lui qui avait composé ce morceau-là. Et ils ont été remis largement à l'honneur lors du film de La Première Étoile, le film tourné avec Firmin Richard. Et c'est là où la Perfecta est ressurgie, parce que c'est la bande originale du film. Tout à fait. Bien, alors, c'est parti pour la culture. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ces charmantes dames que j'ai rencontrées aussi, qui viennent se rajouter dans mon fan club. Et je salue bien sûr les téléspectateurs, les auditeurs. Et donc, l'équipe de C10 et RHT. Aujourd'hui, donc, je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé, mais auparavant, en espérant que ce n'est pas de trop mauvaise qualité, je voulais faire passer une toute petite vidéo qui dure 1 minute 30. C'est une vidéo que j'ai faite rapidement, donc pardon si le tournage n'est pas excellent. Sur TikTok ? Non, c'est pas un TikTok, c'est une petite vidéo rapide que j'ai fait de Madame Catherine Moueza, que j'ai rencontrée dans le cadre de sa présentation d'ouvrage Transport de cases à Prescottville. Comme je ne pouvais pas rester à toute la présentation, j'ai fait un petit vidéo, mais je sais que tu devais la rencontrer. C'est prévu, c'est prévu. C'est fait ? C'est fait, c'est bientôt prévu. Oui, donc voilà, j'aimerais qu'on... C'est parti vidéo. Voilà, 1 minute 30. Et pardon d'avance, ça va trembler un peu, mais je n'avais pas le matériel sur moi quand je l'ai rencontré. Bonsoir Catherine Moueza. Eh bien, la culture, selon Martine, vient à vous. J'ai vraiment plaisir à vous rencontrer. Mais dites-nous, qui êtes-vous ? Bonsoir, je suis Catherine Moueza et je suis l'autrice d'un roman qui s'appelle Transport de cases à Prescottville, que je présente chez moi, au pays, en Guadeloupe. Je suis ici pour quelques jours parce que j'ai d'autres actualités sur l'Hexagone et je serais ravie de vous en dire quelques mots.
Alors, Transport de Cases à Prescottville, c'est une histoire déjà d'amour entre Céphise et Norbert. Ils ont une petite fille qui s'appelle Nina. Cette histoire, elle commence de 1934 jusqu'à 1962. Ce temps chronologique, il est choisi volontairement parce que je vais parler de ce qu'on appelle les décasements. On en parle si peu. On a beaucoup de témoignages d'architectes, de sociologues, d'urbanistes de l'époque. Mais je voulais, moi, me mettre à la place de toutes ces femmes de cette époque qui habitaient dans les cases et qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Donc, sous forme de roman, j'ai tracé en tout cas la vie de Céphise, du monde d'habité horizontal vers ce monde d'habité vertical. Moi, je vous invite à le découvrir. Il sera bientôt disponible parce qu'il n'y a plus d'exemplaires à Cultura. Et je vous invite à le découvrir, mais dans 1 ou 2 semaines, il y en aura d'autres. Et puis, je reviendrai assez rapidement vous en dire plus. Voilà. C'était bref. C'était voilà, une toute petite vidéo parce que nous avons beaucoup discuté, mais sa soirée de présentation, avec d'ailleurs des artistes, dont François Ladrézo, je ne pouvais y rester, donc je me suis dit on va saisir ce petit moment avec elle. Donc je la remercie pour ça. Et cette soirée littéraire a déjà eu lieu puisque c'était le 9 mars dernier. Donc vous la reverrez très prochainement, bien sûr, ici sur ce plateau. En chair et en os, n'est-ce pas, Danick? Oui, non, on va la recevoir aussi prévu. Voilà. Et puis, donc, pour poursuivre, avant de vous parler d'un agenda, j'ai souhaité revenir effectivement sur un certain nombre d'éléments qui viennent enrichir notre patrimoine culturel en Guadeloupe. J'avais déjà présenté ce sujet, mais je reviens dessus parce qu'il s'est étoffé. Donc, ce sont les dernières données culturelles qui datent de fin 2022 et qui mettent à jour un petit peu ce qu'on appelle notre patrimoine culturel, les lieux, les médiathèques, etc. Et c'est un travail qui est fait et qui va être fait pour 2023, mais qui est posé par la DAC, la Direction des Affaires culturelles, et qui nous permet de revisiter, en lien avec la région Guadeloupe d'ailleurs, nos lieux patrimoniaux et donc la richesse que nous avons par rapport à ça. Donc en patrimoine, lieux de visite, de spectacles, de médiathèques, de bibliothèques, de points de lecture, de librairies qui sont labellisés. Donc ici en région Guadeloupe, il faut savoir qu'on a on compte un tout petit peu moins de 200 lieux de sites et d'équipements différents culturels, dont 110 sont des bâtiments qui sont classés en monuments historiques. C'est un label qui nous permet effectivement de déterminer donc toutes les obligations de protection que nous avons vis-à-vis de ces lieux et de ces bâtiments. Et certains édifices sont, en raison de leur état, des sites d'intérêt patrimonial qui sont protégés. Là, cette photo, c'est la maison de la souvenance, celle de Madame Simone Schwarzbart, qui, on le sait maintenant, a été retenue dans le cadre du patrimoine et a fait partie de ce fameux loto patrimonial. Et donc, un gros budget a été mis en place pour permettre de sauver cette maison. Ici, c'est le musée Edgar Clair, au Moule, qui fait partie des 5 musées de la Guadeloupe, et un musée qui est un musée précolombien et qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en valeur parce qu'on entend parler du musée lorsqu'il y a les journées autour de l'architecture, autour également de tout ce qui est fouille, j'oublie le nom, j'ai tout d'un coup un petit trou de mémoire, de l'archéologie, voilà, les journées de l'archéologie, mais il y a vraiment probablement des mieux à faire au travers de ce musée. Ce sont des lieux qui, pour certains, sont sous-étudiés, sous-occupés, alors que ce sont de véritables bijoux patrimoniaux. Ici, on est sur l'habitation Murat, bien sûr, et là, je vais parler du musée, de l'écomusée de Marie-Galante, le voici, qui lui aussi est un lieu, je trouve, extraordinaire, sur ce jardin, sur l'habitation Murat. Encore un lieu que, justement, nous aurons l'occasion de visiter à l'aune du Terre de Blues. Et c'est à ce moment-là qu'il est peut-être le plus occupé, parce que toutes les fois où je suis allée à Marie-Galante visiter ce musée, on est souvent 2 pelés, 3 tondus à le visiter et à le découvrir. Et là encore, il y a sans doute une réflexion à mener pour faire en sorte que ces lieux patrimoniaux, qui sont des lieux classés pour la plupart, soient un petit peu plus mis en valeur. Il y a un gros travail qui est fait par, bien sûr, les conservateurs, mais au niveau du public, il y aurait sans doute peut-être encore un travail à faire pour faire en sorte que nous, Guadeloupéens, nous soyons beaucoup plus présents et beaucoup plus attentifs sur ce patrimoine très, très riche que nous avons. La Guadeloupe, toujours dans le cadre donc, de ce qui est patrimoine, a des bibliothèques avec des équipements sur au moins 100 mètres carrés sur la Guadeloupe, plus de 100 mètres carrés pardon, pour certains d'entre eux, des bibliothèques de petite taille aussi, et qui sont des points relais sur la lecture. 6 bibliothèques sur 10 sont situées dans des zones de densité intermédiaire en Guadeloupe,
et 4 sur 10 dans des zones peu denses. Donc on peut se dire que là encore, la lecture, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour valoriser la lecture publique, mais encore une fois, voilà des lieux qui méritent une attention particulière. Si je devais revenir sur, par exemple, la bibliothèque du Moule, une nouvelle bibliothécaire a été nommée avec une jeune femme, plein d'entrain, qui est en train de modifier et de moderniser donc tout ce travail qui a été fait auparavant, et en mettant en place, par exemple, des nouveaux sujets que sont ne serait-ce que la lecture facile pour des personnes qui ont un peu de mal par rapport à la lecture ou qui ne sont pas habituées à ça. Donc et ça a un vrai succès parce que des personnes qui ont une approche difficile de la lecture découvrent que c'est possible de lire, que ce soit du journal, que ce soit des revues, que ce soit effectivement du livre, avec une autre méthode d'approche beaucoup plus douce et qui tient compte des compétences et des envies de chacun. Et enfin, toujours en matière patrimoniale, je parlais des musées qui sont liés à l'archéologie. On a vu tout à l'heure ces musées liés à l'archéologie, mais aussi à l'histoire coloniale et aux arts de tradition populaire de notre île. On a vu tout à l'heure le musée... l'écomusée de Marie-Galante, on a vu également Edgar Clair, mais nous avons également le musée Schœlcher. Il a changé de nom. Il a changé de nom. Musard maintenant. Il est Musard maintenant, puisque pour des raisons que nous savons. Et puis, une particularité du musée de l'Herminier, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, Danick, le musée de l'Herminier post-LKP avait été envahi par des artistes. Oui, et on avait fait un lieu squatté, de... oui. Voilà. Il avait été rénové et il permettait d'avoir une vraie liberté artistique pour tous les artistes. Chaque week-end, il se passait des choses et entre-temps, le musée a été refermé puisque ses propriétaires ont réclamé le droit de le refermer. Hein. C'est tellement mieux quand un musée est fermé alors qu'il pourrait apporter un petit peu de visibilité sur ce que nous sommes et ce que nous produisons. Voilà, donc j'avais envie de faire ce petit tour sur nos équipements culturels. Je n'ai pas parlé de tout, mais c'est pour dire qu'il y a un foisonnement de lieux culturels en Guadeloupe qui sont parfois sous-équipés, sous-évalués et qu'il y a, me semble-t-il, un véritable travail à faire pour que tous ces lieux... Tu as remarqué que je n'ai pas parlé du MACT. Hein. Oui, parce que j'attendais ça pour te poser la question sur l'éviction de la directrice du MACT. Alors... certains parlent, parce que je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais certains parlent du mois de mars parce que le ministère, l'Outre-mer, enfin le ministre de l'Outre-mer doit venir chez nous, je pense, aux alentours de ce mois de mars, début avril. C'est un peu tenu secret, mais bon, je pense que ça se saura. Alors, qui parle d'éviction? Je ne sais pas, même si au niveau de nos médias, il y a des dates qui sont fixées. En tout cas, il y a une démarche qui est fixée par le président de région, ou en tout cas une volonté. Mais si ça devait se faire, je pense qu'ils attendraient la visite du ministère de l'Outre-mer, qui devra se positionner très probablement sur cette question-là aussi. Et puis, est-ce que ça sera la solution à ce qui se passe au MACT aujourd'hui? C'est-à-dire beaucoup de choses, un foisonnement ces derniers mois, mais une problématique liée aux personnes, à la programmation. Et juste pour mettre le doigt dessus, j'espère que Lorella ne m'en voudra pas, il y a telle problématique liée à la programmation que même un projet tel que celui de Désirada, sur lequel on travaille depuis 5 mois avec des artistes, avec metteurs en scène, etc., a été déprogrammé. On ne sait pas quand ça sera programmé. La résidence artistique a été arrêtée. Enfin... Ouais. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre sur... c'est pour ça que je n'en parle pas, bien qu'il existe, le lieu est là, mais la programmation est quelque chose d'assez inconstant à mon avis. J'attirerai l'attention cependant sur la présence d'un artiste que tout le monde aujourd'hui reconnaît comme étant l'un des meilleurs artistes, l'un des grands artistes de Guadeloupe, hein, B-Bird. C'est Ronald Cyril aka B-Bird qui aujourd'hui a été en résidence pendant plusieurs semaines après tous les conflits du MACT, donc il a pu revenir sur le MACT. Il a une exposition qui est exceptionnelle, près de 300 œuvres qui sont exposées au MACT en ce moment. Et c'est vrai que si vous n'avez pas encore pu voir cette exposition, allez la voir, Ronald Cyril, aka B-Bird au MACT. Et il y a un autre artiste qui est en préparation également d'une résidence. Donc il y a des choses qui sont en train de se construire, mais je ne sais pas dans quel sens ça va aller dans les semaines qui viennent. Dernier mot. Un dernier mot, au niveau floral, on a aussi de belles choses à voir en Guadeloupe, bien sûr, en parc floral, 5 jardins remarquables. Je parlerai de celui de Déhay, bien sûr, jardin botanique, et le parc paysager de Petit Canal, qu'on connaît un peu moins, mais là où on peut retrouver toute une ressource des plantes et remèdes rasiers de Guadeloupe. C'est vraiment un lieu à redécouvrir si jamais on ne l'avait pas encore fait. Il y a le jardin Vallombreuse aussi. Comment? Il y a Vallombreuse, bien sûr, je ne les ai pas tous cités là, mais j'ai mis le doigt sur Petit Canal parce qu'il n'est pas assez connu dans le paysage de ce que nous avons en termes de...
Voilà, bon, il y a une programmation. Je vous ai parlé de Bebird. Je vais vous parler d'une seule chose. Musique et masse au moule. C'est deuxième édition. C'est à la fois la musique, les artistes et le carnaval qui ne font qu'un au travers d'une programmation qui est assez ambitieuse, avec beaucoup d'artistes que vous découvrirez. Gibon, il y a également Jean-Michel Routin et d'autres encore, entre artistes du Madrizo, Hillman, Bertelli, voilà. Gibon, donc Guanel qui vient de la Martinique. C'est aujourd'hui, ce soir, c'est après ce le soir, marché, 19h après le marché. Et puis bon, je terminerai en disant mi-carême, tout le monde sait qui ça y est, c'est demain. En rouge et noir, pour ceux qui ont envie d'aller à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre, c'est le moment ou jamais de vous préparer à de longues marches. Merci Martine. Rapidement, la présentation du projet magique l'hydrogène vert, c'est très important, puisqu'à partir de bateaux, on va pouvoir récupérer de l'hydrogène et diffuser ça en Guadeloupe à coût moins cher que le pétrole. Reportage Maxime Morel, c'est parti. On présente un gros projet qui fonde un partenariat entre Far Wind Energy, les deux grands ports maritimes qui sont ceux de Guadeloupe et de Martinique, la SARA, et puis un opérateur de Sainte-Lucie qui s'appelle Unite Caribbean. Ce projet vise à étudier spécifiquement comment, à partir d'une technologie qui est la technologie clé de Far Wind Energy, on va arriver à décharger et distribuer de l'hydrogène dans les ports. Mais en amont de ça, il y a la technologie de Far Wind Energy, qui est celle qu'on appelle un navire énergie. C'est un navire qui a été conçu pour aller récupérer l'énergie du vent en haute mer et la ramener à terre sous forme stockée, et pour ce qui concerne ce dont nous parlons aujourd'hui, sous forme d'hydrogène. Il s'agit d'énergies nouvelles qui seront soumises à des régimes d'autorisation, et donc nous devons défricher, l'ensemble de ce schéma-là. C'est un de nos sujets. Le deuxième sujet, c'est d'étudier les retombées socio-économiques du projet et d'essayer de trouver des débouchés autour de notre plateforme portuaire. La région Guadeloupe reste très attentive aux initiatives qui marquent par sa présence l'intérêt du développement sur le sujet de l'hydrogène qui présente une opportunité. La Guadeloupe est le territoire idéal pour ça. Pourquoi ? Parce qu'en Guadeloupe, autour de la Guadeloupe, il y a du vent, on appelle des alizés. Et il y a un besoin très fort d'une énergie décarbonée, parce que la Guadeloupe, comme la Martinique, comme les îles des Caraïbes au sens large, sont des ensembles qui ne sont pas reliés à un réseau continental, donc dans lequel aujourd'hui l'énergie est très carbonée. En Guadeloupe, 75% de l'électricité c'est fait à partir du pétrole et quasiment 100% du reste c'est du pétrole. Donc il y a un grand besoin de décarboner l'énergie, et le vent est une énergie quasiment illimitée à l'échelle de la Guadeloupe pour le faire. Et ce vent, si on va le chercher en haute mer, on n'occupe pas l'espace public, donc on n'embête pas les pêcheurs, on n'embête pas les riverains, on n'empêche pas d'autres occupations qui pourraient être celles d'acteurs sur l'île. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu M. Victor Venitolo, qui est membre de la commission numérique de la CCIG, très important pour les entreprises, surtout en période de hacking. Il y a beaucoup de hacking en ce moment, et il l'a dit, 50% des entreprises qui sont hackées, c'est-à-dire qui sont piratées, ne reviennent jamais parce qu'on leur prend toutes leurs données et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. On a reçu aussi Anthony Girard, dit Mano, et Vladimir Cauchemar, dit Vlad. Ce sont deux artistes maragalantais qui exposent à partir de samedi. Un rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre, il faudra aller voir ça, c'est des œuvres qui sont intéressantes. Frédéric Landreau est encore là, les directrices du cabinet Apogée, c'est elle qui gère les enfants et les parents perturbés de 7 à 77 ans. Et avec le cabinet Apogée, elle nous a fait part du projet, ça a l'air pas mal. Et puis Martine Fazer, la culture selon Martine ou selon Moule, en fait, ça dépendait. Là, c'était ce Martine, hein, c'était pas Moule. Ouais, il n'y avait pas trop de Moule aujourd'hui. Bien. Et puis, on est allé dans l'actualité voir ce qui se passe du côté des enseignants, puisqu'ils ne sont pas contents du tout. Ils étaient devant le rectorat ce matin, parce qu'il y a des suppressions de postes et des augmentations des effectifs des élèves, alors qu'il y a de moins en moins d'enfants et de professeurs. Donc, ça aussi, c'est un gros problème.
rendez-vous avec la rectrice, mais il n'y a pas encore de solution. Le président de la région s'est rendu sur le terrain des agriculteurs qui sont en difficulté par rapport à la sécheresse, et le barrage de Moreau va permettre de déverser de l'eau pour ces enfants, pour ces agriculteurs. Conseil municipal de Cap-Cervelo, ça a l'air assez apaisé. Et puis, vous avez vu le projet magique. On reviendra demain sur l'incendie dans une maison avalée à Grande-Rivière, à Vieux Habitants. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation toujours Jordan et assistana Talina. Et on vous salue. On vous retrouve demain à la même heure, 2h30. Salut.